Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. Mon nom est Marie-Ève Ducharme. Je suis directrice vente, marketing et relations clients. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir en ce beau jeudi après-midi. C'est notre deuxième webinaire sous la thématique du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Lors de ce webinaire aujourd'hui, on sort un petit peu de la sécurité informatique pure et dure. On vous parle plus de technologie, d'analyse de risques technologiques. Donc, aujourd'hui, on va voir toutes sortes de sujets plus palpitants les uns que les autres. On a un peu de théorie, on va en pratique également. Donc, on tourne un peu des deux côtés de la médaille. On regarde tous ensemble aujourd'hui qu'est-ce qu'un risque, qu'est-ce qu'une analyse de risque également, qu'est-ce que ça comporte, les grandes étapes. Bien entendu, on parle souvent des bénéfices, on va en traiter également aujourd'hui, et les principaux domaines de risque. On vous raconte une histoire aussi à la fin, c'est toujours intéressant de voir des cas concrets, une histoire récente qui est celle de Uber. Et bien sûr, à la fin, on répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de clavardage qui est prévue à cet effet tout au long du webinaire d'aujourd'hui. Donc, bien entendu, on a des experts avec nous aujourd'hui pour parler d'analyse de risque. Débutons avec mon collègue Zacharia, qui est avec nous chez MS Solutions depuis quelques mois maintenant, mais qui compte un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience en sécurité informatique, d'expérience qu'il a acquis de façon internationale un peu partout sur la planète. Allô, Zacharia, bienvenue avec nous. Merci, Marie-Ève. C'est ton initiation aujourd'hui, donc on va être doux avec toi, puis on va passer les questions à Bernard, je pense. Super. Merci. Donc, on a Bernard avec nous également aujourd'hui. Vous le connaissez bien, vous l'avez vu régulièrement dans nos webinaires, compte une vingtaine d'années d'expérience, autant en technologie et également une partie de celle-ci en sécurité informatique. Bienvenue Bernard, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup Marie-Ève, bien content d'être là. Super. Donc, on continue et en fait, on débute rapidement dans le vif du sujet. On parle de risque aujourd'hui. Commençons par la base. Bernard, veux-tu commencer par nous expliquer qu'est-ce qui représente un risque pour une organisation? Avec plaisir. La première chose à faire, comme il est détaillé sur la diapositive suivante, sur ce qu'est un risque, c'est, on va commencer par clarifier c'est quoi les trois principaux composants. Il y a souvent une confusion entre risque, menace, vulnérabilité. Des fois, c'est très mélangeant. Alors, question qu'on passe sur des bases solides et que tout le monde s'y suive pendant la présentation. Allons-y avec cette diapositive-là. Un actif, c'est une ressource ou un processus, un produit ou un système qui a une certaine valeur pour une organisation et pour lequel on doit offrir un minimum de protection pour être sûr qu'il reste sain et qu'il continue à créer de la valeur ajoutée pour l'organisation. On verra quelques exemples dans quelques secondes. Une menace, qu'est-ce que c'est? Une menace, c'est toute circonstance qui peut soit être d'origine naturelle ou d'origine humaine qui peuvent venir nuire à un actif. Encore une fois, on va voir quelques exemples dans la diapositive suivante ou sur une qui s'en vient sur ce que c'est. Une vulnérabilité, à ne pas confondre avec une menace, la vulnérabilité, c'est, appelons ça comme une lacune, donc une faiblesse dans la protection d'un actif qui pourrait permettre à la menace de se matérialiser. À la diapositive suivante, on pourrait aussi avoir deux angles deux points de vue sur les risques. OK? Commençons avec le risque en cybersécurité. C'est sûr que quand vous pensez à une solution, une entreprise qui a du service informatique, du soutien, de l'infogérance, etc., vous pensez beaucoup au risque en cybersécurité. Puis avec raison, c'est très, très, très présent. Alors, un risque en cybersécurité, ce que c'est une menace qui exploite une vulnérabilité d'un actif informatique. En d'autres mots, ça risque d'être plus technologique, plus virus, problème de stabilité, attaques informatiques et autres. Donc, ça, c'est assurément des risques auxquels il faut faire attention, mais rassemblons-les en tant que risque de cybersécurité. Une analyse de risque ne sert pas qu'à regarder les risques en cybersécurité. Une bonne analyse de risque va aussi élargir un petit peu son champ d'action, donc sa portée, pour aussi inclure des risques d'entreprise. Ça va pas faire une analyse des risques, tous les risques de l'entreprise, mais on va en apporter quelques-uns ensemble aujourd'hui qui sont dignes de mention, pour lesquels vous allez voir que dans un bon exercice d'analyse de risque très orienté sécurité, il faut quand même considérer certains risques d'entreprise.
Une menace, si on devait donner un bref descriptif d'un risque d'entreprise, c'est une menace qui se matérialise en raison d'une vulnérabilité ou d'une faiblesse à gérer des actifs d'une organisation. Là, on n'est pas seulement dans le serveur, dans le portable, dans la donnée sensible. On n'est pas seulement là. Ça peut être des impacts réputationnels, ça peut être de ne plus être capable d'être en affaires parce qu'on ne s'est pas bien préparé, puis les exigences d'un marché nous font une pression telle qu'on n'est pas capable de suivre et de satisfaire aux attentes de notre clientèle. Passons à la diapositive suivante pour voir quelques exemples des trois principaux termes que j'ai nommés, actifs, menaces et vulnérabilité. Si on y va sur une approche très verticale pour vous permettre de visualiser qu'est-ce qu'un actif, donc regardons juste la case actif, c'est un système, un ERP, un HRP, un BPM, ce sont des systèmes souvent très névralgiques dans les organisations. Ça, c'est un actif sensible. Il faut y faire attention. Il faut s'assurer qu'il demeure disponible. Système comptable, système de messagerie, des serveurs critiques dans l'organisation. Et, bien sûr, on entend beaucoup parler ces temps-ci de la loi 25, des informations, renseignements personnels et compagnie. Il y a des informations sensibles qui constituent un actif très précieux pour les organisations. Il faut donc faire attention à ces derniers. Passons à la case centrale, des menaces. Des menaces possibles, cyberattaque, quelqu'un qui réussit à élever ses droits de privilège, puis on ne voudrait pas. Une menace, ça peut être un virus, un rançon-logiciel, de l'hameçonnage. Ce sont tous des choses qui sont présentes et pour lesquelles on doit faire attention pour éviter qu'un actif soit altéré puis touché. Une autre menace qui n'est pas nécessairement informatique, la perte d'électricité. Les entreprises qui ont encore chez eux une infrastructure informatique, ils doivent faire attention à leur apport en électricité parce que s'il y a une panne électrique, c'est parfois certains systèmes qui vont être non disponibles. Donc, c'est un exemple de menace. Puis dans une bonne analyse, on le considère aussi. Une menace, c'est aussi les exigences du marché. Imaginez que vous êtes dans un secteur d'activité puis que les exigences de votre clientèle changent. Si vous n'étiez pas bien préparé à ça, mais ça se peut que lors des prochaines offres de services que vous aurez, vous ne serez pas en mesure de vous démarquer de la compétition parce qu'eux auront été au niveau et donc ils auront été prêts à offrir au marché ce que le marché attend et vous non. Donc, c'est ça une menace qui serait un petit peu moins technologique et pour laquelle on va attirer votre attention. Vulnérabilité. Vulnérabilité, ça peut être un système informatique qui est désuet, un mauvais système d'authentification, donc quelque chose qui est trop faible et qui peut être facilement contourné par les pirates informatiques ou les personnes malveillantes, des correctifs logiciels qui ne sont pas installés, l'absence de robustesse ou une non-conformité. Là, je vous ai décrit ça de façon verticale. Si vous reprenez ça et vous le lisez sur un angle horizontal, vous allez voir que ce qui pourrait affecter un système ERP, un HRP, un BPM, ça pourrait être une cyberattaque causée par quoi? Une vulnérabilité qui sera un système désuet, et ainsi de suite. Donc, vous avez autant d'explications verticales que horizontales. Puis, j'attire votre attention tout en bas. Des informations sensibles et de la sensibilité dans la qualité de la sécurité que les entreprises doivent avoir pour protéger leurs actifs. Ça devient de plus en plus une exigence du marché. Alors, ça veut dire que plusieurs donneurs de travail vont vérifier que les entreprises sont bel et bien conformes, qu'ils respectent des standards reconnus, qu'on parle de ISO 27001, de SOC 2, de Cybersécurité Canada ou autres. Les clients vont exiger de leurs fournisseurs qu'ils soient conformes. Donc, la dernière ligne en bas, elle peut paraître inoffensive au début, mais elle, c'en est une pour laquelle j'attire vraiment votre attention. D'accord? Pour la suite, pour un petit peu plus de détails sur ce qu'est un risque, je vais passer la parole à Zakaria qui va vous entretenir sur les prochaines diapositives. À toi, Zakaria. Parfait, merci Bernard. Donc, l'analyse de risque, ce qu'on va voir dans la diapositive suivante, c'est que ce terme qui est un peu tendance en cybersécurité, sans doute la majorité de vous, vous avez déjà entendu parler de l'analyse des risques, mais concrètement, qu'est-ce que cet exercice? Comment on se matérialise? L'exercice d'analyse des risques, c'est un exercice où on identifie, on étudie les risques. Ça veut dire en premier lieu, je dois savoir quels sont mes risques, je dois les étudier pour par la suite avoir des actions, soit stratégiques, soit techniques, soit tactiques, qui vont me permettre, ou bien accepter mon risque, dire que ce risque-là, je peux l'accepter, c'est quelque chose que je peux gérer au niveau de mon entreprise, je le transfère à quelqu'un d'autre, ça veut dire une assurance cybersécurité par exemple, c'est une action qu'on peut la concrétiser après une analyse de risque. On s'est dit, voilà, on va avoir une sorte d'assurance cybersécurité pour gérer les cas extrêmes pour notre entreprise.
ou bien y aller directement sur des actions qui vont remédier à ces risques-là. En 2022, sincèrement, c'est un exercice qui doit être dans l'ADN de chaque entreprise. On doit avoir une vision très claire de quels sont nos risques, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça et quels sont les risques qu'on va accepter. Assez parlé de c'est quoi, avant d'y aller un peu sur le slide des dispositifs suivantes, il reste de dire que pour faire l'analyse de risque, il y en a plusieurs méthodes qui ont été développées au fil du temps, des méthodes normalisées. Il y en a trois, qui est EBIOS, Mehari, ISO 31000. EBIOS, qui est développé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui est l'abréviation de l'expression des besoins, identification des objectifs de sécurité. C'est une démarche avec une base de vulnérabilité très, très riche. Donc, c'est très orienté utilisateur. Mehari, qui est méthode harmonisée d'analyse des risques, qui est développée par le club Clusif, qui est une méthode très bonne, respecte l'ISO 27005, mais quand même avec une certaine complexité sur la mise en place. Et il y a le meilleur entre les deux, qui est l'ISO 31000, une démarche qui est très standard pour l'analyse de risques et pour développer ce programme d'analyse des risques en interne. Bien évidemment, chaque entreprise doit choisir la méthode qui est adaptée à son contexte, à son goût, à sa réalité. Et ou bien même, ça veut dire parfois, on peut choisir le meilleur de deux méthodes, par exemple, se baser sur la démarche scientifique de Mehari et la base de vulnérabilité de EBIOS et vice-versa. Dans la diapositive suivante, on va comprendre un petit peu quelles sont les étapes pour faire cet exercice. Bien évidemment, on a parlé qu'il y en a plusieurs méthodes, plusieurs philosophies pour faire une analyse des risques, mais quand même, il y en a des étapes qui sont un peu communes entre l'ensemble de ces méthodes. La première étape, c'est un peu le périmètre et le contexte. Pour l'entreprise, on doit savoir sur quoi on veut faire une analyse de risque. Est-ce que sur l'ensemble des filiales? Est-ce que sur une filiale en particulier? Est-ce que sur l'ensemble des process? Est-ce que sur un process en particulier? Et ainsi de suite. Bernard a parlé de la notion d'actif. C'est à ce moment-là que je vais dire sur quoi, quels sont les actifs sur lesquels on va travailler. Et si par exemple on se décide de travailler sur un grand périmètre, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler des actifs de ce périmètre. La deuxième étape, bien évidemment, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai en interne. C'est ce qu'on appelle inventorier les actifs. Bien évidemment, si je sais ce que j'ai, je dois savoir sa valeur, qui est l'actif le plus sensible, qui a plus de valeur pour moi. C'est à ce moment-là qu'on parle de sa valeur en termes de disponibilité, intégrité, confidentialité. Bernard va nous expliquer en détail par la suite c'est quoi ces notions. La troisième, c'est toute la partie vulnérabilité et menace. Qu'on vient d'expliquer c'est quoi une vulnérabilité et une menace, c'est cette étape de l'exercice que je commence à comprendre quelles sont mes vulnérabilités et quelles sont les menaces qui pèsent sur ces vulnérabilités. Bien évidemment, vous l'avez déjà deviné, après la troisième étape, on sait c'est quoi un risque parce qu'on a la valeur, on a la vulnérabilité, on a la menace. Quatrième étape, on part un peu plus loin. Parce que dans la troisième étape, on avait ce qu'on peut qualifier le risque inhérent. Ça veut dire le risque brut, dans sa phase brute. L'étape 4, je commence à dire, c'est bien, j'ai ces risques-là, mais est-ce que j'ai des moyens pour contourner ces risques qui sont déjà déployés? Est-ce que j'ai des procédures, des politiques? Est-ce que j'ai des moyens technologiques qui font que mes risques sont quand même, ça veut dire, pas dans leur phase brute? À ce moment-là, on commence à analyser les risques et diminuer leur impact pour sortir avec ce qu'on appelle le risque résiduel. Ça veut dire le risque qui reste chez l'entreprise malgré tout ce qu'on a déjà déployé jusqu'à présent. L'étape 5, c'est de dire, c'est quoi notre seuil de tolérance? Ça veut dire en tant qu'entreprise, jusqu'à quel point ou bien quel score on accepte au niveau du risque. Bernard va nous montrer par la suite une matrice de risque qui est parfaite pour comprendre ces seuils-là. L'étape 6, c'est une étape décisionnelle, stratégique pour une entreprise, dire voilà les risques qu'on n'accepte pas et voilà comment on va les traiter. Ça veut dire des risques qui dépassent nos moyens de gestion interne. Bien évidemment, l'étape 7, l'étape cruciale dans le management, c'est toujours suivre l'évolution des risques, dire est-ce qu'on a mis en place répond ou non, ou bien est-ce qu'on doit mettre d'autres exercices. Avant de terminer sur ce slide, il faut toujours se rappeler que c'est un exercice cyclique, ça veut dire je fais les 7 étapes, le prochain cycle, je refais mon exercice à chaque fois dans une optique d'amélioration continue. Donc, pour l'évaluation et la comparaison des risques,
il y a une équation qui explique un petit peu comment on calcule un risque. Ces trois variables dont il a parlé Bernard tantôt, qui est la valeur de l'actif, sa probabilité d'occurrence de la menace et l'impact de la menace, qui est la fameuse équation risque est égal valeur fois probabilité plus impact. La probabilité va nous expliquer tantôt Bernard comment on calcule la probabilité, comment on calcule la valeur également pour avoir une valeur numérique de cette équation. En effet, Zakaria, je vais prendre la parole à partir d'ici. Merci beaucoup. Quand on dit la codique, on a peut-être pris un petit raccourci, puis on a pris pour acquis que peut-être c'était de l'acquis et du connu des gens. Puis je me rends compte qu'on aurait peut-être pu le clarifier au début. Mais une cote DIC, DIC, c'est pour l'acronyme de disponibilité, intégrité et confidentialité. Lorsqu'on détermine la valeur de la cote DIC d'un actif, ça nous permet de déterminer à quel point il est sensible pour nous. La disponibilité et la méthode de calcul qui a été présentée avant, il y en a différentes méthodes de calcul. Celle-là que nous, on vous a présentée, c'en est une qui est somme toute simplifiée pour démontrer que ça peut être un processus, bien que rigoureux, qui est capable d'être digeste. Mais disons qu'il y a différentes méthodes de travail ou de méthodes de calcul. Ici, une codique en matière de disponibilité, on définit à l'avance c'est quoi les seuils de tolérance. Pour une entreprise, le niveau et les valeurs qui sont indiquées, peut-être que de perdre la disponibilité pendant une semaine de temps d'un système, ce n'est pas grave. Mais en inverse, peut-être qu'un autre système dans l'entreprise, de le perdre ne serait-ce que quelques minutes, quelques secondes, c'est catastrophique. Donc, actif par actif, de déterminer quelle est la cote de disponibilité va permettre d'inclure cette importance-là à l'intérieur du calcul final, puis on verra tout à l'heure un peu comment ça va se matérialiser. La même logique va s'appliquer à l'intégrité. L'intégrité, pour sa part, par exemple, un exemple simple, même si l'intégrité d'un système est altérée, ça a un impact très négligeable pour une organisation. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête rapidement, mais disons qu'à l'inverse, quelque chose qui serait très, très, très sensible, l'intégrité, si elle était compromise, amènerait un risque que l'entreprise ne soit même pas capable de survivre. Alors là, le niveau de sensibilité est très différent entre les deux actifs. Ça va venir influencer la méthode de calcul jusqu'à un résultat où on va savoir qu'on doit porter une plus grande attention à tel actif versus un autre. Et finalement, pour la confidentialité, on en parle souvent, sensibilité des données, loi 25, données renseignements personnels, c'est un autre des critères qui est l'ABC de la sécurité en informatique, qui sont la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. C'est un autre des critères à évaluer. Pour certaines données, la confidentialité, c'est négligeable parce que ce n'est pas de la donnée importante, c'est juste la donnée de test ou peu importe. Parfait. Mais dans d'autres cas, si la confidentialité de certaines informations, des processus d'affaires, des données hautement confidentielles ou hautement sensibles sur des processus ou des droits des propriétés intellectuelles, alors là, il faut avoir une approche très différente à l'égard de ça. À la diapositive suivante, au même titre qu'on vient de vous donner un peu quelques exemples sur la façon de quantifier la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, allons-y avec les impacts. Une fois de plus, les impacts pourraient différer d'une entreprise à l'autre. Par contre, on essaie de garder un certain standard tout au cours du cycle de vie de l'analyse de risque pour pouvoir toujours comparer des impacts et des probabilités de façon un peu uniforme d'analyse en analyse. Donc, dans le cas de l'impact d'un actif qui serait altéré ou qui serait non disponible, par exemple, c'est là qu'on va venir déterminer si c'est un impact qui pour nous est négligeable, si c'est un impact qui est varié. Puis ça aussi, ça va venir dans la méthode de calcul qui était présentée par Zakaria de tout à l'heure, qui était le risque est égal à la valeur étant le cumul de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité, et auquel on va appliquer une multiplication dans cette méthode de calcul-là qu'on vous a présentée sur la probabilité et l'impact que vous avez sur les yeux. D'accord? Tout ça, ça nous amène à un résultat qui va fluctuer d'une entreprise à l'autre avec des méthodes de calcul qui vont varier d'une entreprise à l'autre. Mais allons-y avec l'exemple d'une récente analyse que Zakaria et moi, on a travaillé pour une organisation importante.
Nous, la matrice qui a été déclarée avec cette organisation-là, c'était les scores qui sont présents. Donc, lorsque la méthode de calcul risque est égale à la valeur multipliée par la probabilité plus l'impact, lorsque le résultat était en deçà de 43, eh bien, le risque était considéré accepté sans problème par l'organisation. Il faut garder en tête que le risque reste zéro n'existe pratiquement pas. Donc, la plupart du temps, c'était des pointages qui pouvaient osciller entre du 10-12 jusqu'à du 30-35, par exemple. Mais tout ce qui dépassait 43, donc 44 jusqu'à 60 et quelques, ça, c'était considéré un risque à évaluer plus sérieusement. Et tout ce qui est en rouge, c'est un risque considéré inacceptable. Donc, si le résultat d'un risque pour un actif donné arrivait dans le rouge, clairement, l'entreprise se doit d'apporter des corrections, soit réduire le risque en ajoutant des technologies, soit en transférant le risque par l'acquisition de l'assurance cyber-risque, soit en cessant d'utiliser le système, ce qui aurait pour effet de faire disparaître le risque parce que l'actif n'est plus utilisé. Il y a différentes méthodes de traitement de ces risques-là, mais l'important, c'est d'en avoir le plus possible dans le vert et d'en tolérer quelques-uns dans le jaune. Et avec un bon cycle de maturité, progressivement, la zone de rouge va grandir, la zone de jaune va migrer vers des chiffres plus bas. Et au final, on va toujours avoir une entreprise qui va continuer à s'améliorer d'année en année dans sa gestion de ses risques, en réduisant ses risques. On va dire dans ce cas-là que c'est une entreprise qui gagne en maturité dans la gestion de ses risques. Pour ce qui est des bénéfices, si on passe à la diapositive suivante, on pourrait y aller de façon relativement expéditive. On va dire que le principal avantage de faire une analyse de risque sérieuse puis d'instaurer cette bonne pratique-là, c'est de prendre conscience de tous les actifs présents dans l'organisation et d'arrêter de penser qu'il n'y a que les actifs, le serveur plus le portable du président qui sont super importants dans l'organisation. Il y a plus que ça. Ensuite, on va identifier tous nos menaces, nos vulnérabilités, l'impact et la probabilité. Cette analyse-là, elle est quand même rigoureuse, mais elle contribue vraiment à la prise de conscience. Puis le fait de les identifier et de mettre ça dans un processus ou dans un exercice cyclique qui doit se répéter va permettre d'actualiser les vulnérabilités, d'actualiser les menaces et s'assurer que l'organisation reste en contrôle de son risque. Ensuite de ça, ça va harmoniser les efforts de protection aux objectifs. Désolé, il y a un petit curseur qui est sur le mot objectif, mais ça va sur les objectifs de l'organisation. C'est bien beau de gérer les objectifs, les risques, pardon, mais il faut toujours garder en tête que de son côté, l'organisation a une autre mission que de gérer les risques et de satisfaire les paranoïaques comme les informaticiens comme moi, par exemple. Donc, plutôt que de juste nous satisfaire, nous, il faut que l'entreprise reste en business. Donc, il faut concilier et harmoniser les efforts de protection avec la réalité des objectifs des entreprises et des utilisateurs. D'accord? Ensuite de ça, j'ajouterais que juste avant de quitter cette diapositive-là, ça aide à la prise de décision pour déployer des protections, plutôt que de juste y aller à pile ou face, à savoir, bon, est-ce que j'ai les moyens ou non d'investir ça? Mais quand on connaît mieux nos priorités, parce qu'on connaît bien nos risques, on peut mieux dire, OK, cette année, je vais adresser ce risque-là. L'autre, bien qu'il m'apparaissait à première vue très important, je vais patienter un petit peu avant d'investir du temps et des efforts et des moyens financiers dans celle-ci, parce que je juge que j'en ai d'autres qui sont plus prioritaires et qui, à première vue, pouvaient ne pas donner l'impression de devoir s'y pencher tout de suite. Et globalement, de posséder un vrai bon traitement des risques, c'est un excellent pas dans la direction d'atteindre des bons niveaux de conformité pour satisfaire à des exigences de marché et de clientèle qui vont aller de plus en plus en grandissant. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de ça. De plus en plus, les donneurs d'ouvrage vont exiger, parce que c'est ce que leurs assurances leur imposent, de faire affaire avec des entreprises qui sont sérieuses, qui sont en contrôle de leurs risques et en contrôle de leur système d'information. Donc, plus que vous allez être bienveillant, proactif, et plus vous allez incorporer une analyse de risque saine à l'intérieur de vos processus décisionnels et opérationnels, vous allez considérablement vous aider à tendre vers des meilleures mécaniques de conformité, puis un bon traitement, un plan de traitement des risques, c'est essentiel à ça.
Pour la prochaine partie, les principaux domaines de risque. Tous qui êtes à l'écoute, vous devez sûrement connaître correctement, très bien, qui est le groupe Gartner. Gartner, de son côté, c'est vraiment un référentiel qui réalise beaucoup d'études et qui, au fil des années, a démontré avoir quand même, pas une boule de cristal, mais suffisamment de vision et de sagesse dans ses projections pour devenir un référentiel très important et très sincère. Donc, moi, ce que je veux surtout porter votre attention, ici, vous avez des grandes tendances en cybersécurité 2022. Ça doit devenir des sources dans l'analyse de risque. Ça doit être des questionnements qu'on se pose, si oui ou non, est-ce que nous sommes prêts à adresser tel ou tel risque. Puis, je vais porter votre attention sur l'encadré numéro 3. Lui, pour sa part, la chaîne logistique, celle-ci, c'est vraiment ce que je faisais référence tout à l'heure. Les entreprises, de plus en plus, vont se questionner sur leur chaîne d'approvisionnement, sur leurs fournisseurs, et ils vont s'attendre que leurs fournisseurs soient des fournisseurs sérieux, qui prennent à cœur leur sécurité informatique, leurs risques. Parce qu'une entreprise qui gère bien son risque, c'est une entreprise qui est prévoyante et qui s'assure qu'elle ne sera pas prise au dépourvu. Pour un client, de s'assurer que son fournisseur en est un qui a cette bienveillance-là, c'est rassurant pour lui. Ça réduit son risque à lui. Et les plus gros donneurs d'ouvrage, actuellement, sont très exigeants de ce côté-là. C'est toujours triste pour nous de devoir constater que certaines entreprises cognent à notre porte à minuit moins une pour essayer d'obtenir une certaine conformité face à telle ou telle norme ou bonne pratique parce que leurs clients l'exigent dorénavant. Mais plutôt que de vivre une certaine frustration en se disant que le client en question est trop exigeant, malheureusement, au final, c'est juste eux qui perdent ce client-là, qui sont parfois des portions non négligeables de leur entreprise, qui peuvent représenter 15, 20, 30, 40 des revenus pour l'organisation. Il faut donc être très vigilant de ce côté-là. Sans plus tarder, je vais redonner la parole à Zacharia, qui va vous donner une brève histoire de ce qui a été vécu chez Uber. Plusieurs d'entre vous connaissent Uber, autant pour les différents services qu'ils offrent. Et puis, vous comprendrez globalement que si Uber avait eu une très saine gestion de ses risques et avec une bonne bienveillance, ils auraient fort possiblement pu éviter une grande partie de ça. Zacharia, je te laisse la parole. Parfait, merci Bernard. Effectivement, comme a dit Bernard, Uber, s'il était un peu prévoyant sur la partie de risque, il aurait évité un cas qui est très très récent. On va vous parler tout de suite. Uber, comme vous le savez, en plus d'être, ça veut dire c'est ce grand gestionnaire de flotte et de services de transport. C'est une entreprise qui est un référent technologique dans la façon avec laquelle ils ont mis en place des technologies pour toute cette gestion-là. Et malgré que eux, qui avaient, ça veut dire un chiffre d'affaires énorme, qui avaient des moyens énormes, qui sont de classe mondiale, sur certains risques, ils les ont loupés. Donc, commençons par une petite histoire ou bien un timeline de ce qui s'est passé pour Uber. Le 1er janvier dernier, celui de 2022, Uber a été notifié par ce qu'on appelle un bug bounty hunter. Qu'est-ce que ça veut dire? Le type d'entreprise de classe mondiale comme Uber, Tesla, Microsoft, il adhère à un service d'identification des bugs au niveau de leur système. Ça veut dire qu'il part sur des plateformes, il met certains de leurs actifs sur ces plateformes, il demande à des gens passionnés de cybersécurité qu'ils trouvent des vulnérabilités sur leur système, comme preuve, comme quoi ils font des investissements et qu'ils essayent de trouver les vulnérabilités rapidement avant les gens malveillants. Donc, sur cette plateforme, un des personnes qui travaillent sur cette plateforme, des chercheurs, a notifié Uber qu'il y a une vulnérabilité de sécurité. Malheureusement, les équipes de Uber n'ont pas réagi à temps, c'est-à-dire n'ont pas réagi tout simplement à cette notification pour X raisons. Le 17 août 2022, une des plateformes de bug bounty hunter qui s'appelle HackerOne, qui est une des plus connues au monde, a désactivé les actifs d'Uber sur sa plateforme complètement parce qu'il avait des soupçons de compromission. Donc, vous comprenez là que sur presque 8 mois, Uber, ils ont des vulnérabilités, ils ont des équipes qui n'ont pas réagi à des menaces qui touchent leur actifs et
ils n'ont pas vraiment fait une réaction qui est proactive rapidement. Le 16 septembre 2022, Uber fait la une des journaux mondiaux, en commençant par New York Times. Uber était victime d'une cyberattaque. Ça a été circulé partout dans le monde. Plus que ça, New York Times avait même un interview avec le pirate ou bien celui qui prétend être le pirate derrière cette attaque. En plus, le pirate a même pris en contact avec les utilisateurs du Uber en interne pour leur dire que voilà, votre système a été compromis, nous sommes dans votre réseau interne. Imaginez que même après ça, les collaborateurs de Uber, ils ont cru que c'est une blague, que le fait que le pirate est en train de nous notifier en interne, c'est juste un de nos intervenants TI qui est en train de nous faire du phishing ou bien juste faire une blague avec nous. Dans la diapositive suivante, on va voir un peu les traces de ça. Là, sur Twitter, on voit que Uber, ils ont fait une communication officielle, qu'ils sont en train de travailler avec les forces de l'ordre pour trouver c'est quoi le problème réel, pour y aller sur des poursuites dans ce cas-là, pour imaginer à quel point c'était grande comme attaque. Et sur la deuxième capture, on voit là le message qui a été publié par le pirate sur le réseau intranet de l'entreprise. Slack, c'est une solution on peut dire comme une solution de chat interne, d'échange interne au niveau des entreprises. Il est très utilisé par les entreprises, sorte de discussion interne. Et sur cette plateforme, imaginez que cette personne-là a eu accès à leur réseau interne et même, ça veut dire, à leur outil de discussion interne. Imaginez le type d'information qu'il a pu, dans son chemin, avoir. Là, vous voyez la réaction des collaborateurs internes. Dans le diapositive suivant, tu vois qu'il y en a des blagues, il y en a du monde qui croit, oh, non, c'est quoi. Le monde n'était pas conscient de l'ampleur de ce qui s'est passé au niveau de Uber, qui prouve encore une fois que le risque lié au maillon le plus faible dans une entreprise qui est l'être humain, ça veut dire le risque d'un manque de sensibilisation peut donner à des cas pareils comme celui de Uber. Sur diapositive suivante, on verra là qu'est-ce qu'il a fait Uber tout de suite. Ça veut dire après la cyberattaque, alors qu'il était notifié en janvier, après la cyberattaque 6 septembre, ils ont publié dizaines d'offres d'emploi pour des spécialistes en cybersécurité en interne. Là, vous voyez, c'est encore une fois, ça a impacté plus l'image de Uber. Ça veut dire qu'ils ne voyaient pas le risque lié à leurs compétences en cybersécurité interne. Ils n'avaient pas suffisamment de staff pour gérer ça. Et ceci, plusieurs sur les réseaux sociaux en parlent que le budget d'une organisation pour la cybersécurité n'augmente qu'après un incident. Bien évidemment, vous voyez que Uber, c'est un exemple flagrant, mais qu'est-ce qu'est la relation de tout ça avec l'analyse des risques? Imaginez que ces Uber au départ avaient une visibilité sur la criticité des actifs qu'ils ont mis sur HackerOne, que leurs collaborateurs étaient notifiés sur la sensibilité et la valeur de ces actifs et comment ils doivent réagir en cas de détection de vulnérabilité ou de menaces qui pèsent. Et qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Ça veut dire quand on a un message en interne qui dit vous êtes hacké, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que collaborateur interne? Le risque de ne pas avoir suffisamment de spécialistes en interne, s'il a été bien anticipé de la part d'Uber, au lieu de recruter en masse, après ça veut dire qu'une cyberattaque arrive, ça aurait permis à Uber, premièrement, de préserver son image de marque en termes de la sécurité. Ça aurait permis d'anticiper ce type d'attaque et même si ça arrive, il aurait pu le gérer de façon plus maîtrisée. Ceci pour dire que l'analyse des risques n'est pas seulement importante pour les grands et les petites entreprises, elle est importante pour tout le monde. C'est une façon de voir votre image dans le miroir, votre image de cybersécurité dans le miroir. Et une bonne analyse va toujours permettre d'évaluer la vigilance des collaborateurs, comment on répond à des allégations de cybersécurité, de cyberattaque, et comment on doit communiquer. Est-ce qu'on doit y aller sur des canaux officiels comme Twitter, avec qui on doit communiquer, et ainsi de suite. Parfait. Merci Donc, beaucoup, Zakaria. Donc, peut-être que mentionné par Zakaria, Uber est un très bon exemple qu'une vraie bonne analyse de risque aurait bien identifié des menaces, aurait bien identifié certaines vulnérabilités et aurait fort possiblement influencé l'entreprise dans sa façon de se préparer à ce genre d'incident-là et aussi de sa façon d'y réagir. Alors, tout ça cumulé ensemble, ça aurait pu être des améliorations ponctuelles qui auraient bien fait s'ils les avaient initiées, mais une analyse de risque bien conçue
avec un bon étendu, aurait contribué à mettre en lumière ces vulnérabilités-là pour éviter d'avoir les impacts négatifs qu'ils ont eu. Voilà. C'est sensiblement ce qui fait le tour de notre présentation sur le risque. Marie-Ève, dans les échanges qu'on a eus jusqu'à présent, est-ce que nous avons reçu des questions auxquelles on gagnerait à répondre de notre auditoire? Oui, nous avons quelques questions. On a aussi quelques minutes pour répondre, donc il n'est pas trop tard si vous avez des questions pour nous les poser. Je combine deux questions qu'on a eues dans le chat, dans le clavardage, pardon. Donc, on nous demande sur quelle échéance de temps peut se répartir un exercice d'analyse de risque et également combien peut coûter une analyse de risque pour une organisation. Je tourne ça vers toi, Bernard. N'hésite pas si Zacharia peut compléter. Bon. Excellente question. La réponse est plate, mais ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de... commençons. Plus l'entreprise a déjà une belle maturité, gestion de ses actifs, un bel inventaire, elle est consciente de ses risques, elle est consciente, en français, on va dire de ses FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace, puis en anglais, on va parler du SWOT. Strength, weakness, opportunity, c'est quoi SWOT? C'est opportunities and threats. Bon, plus l'entreprise est déjà consciente de ça, plus l'exercice va quand même aller rondement. Plus une entreprise a un grand nombre d'actifs et plus elle a une grande diversité d'actifs, mais ça va faire une grande différence. Et quand je dis un grand nombre d'actifs, si on a, je vais exagérer, on a 2000 portables de travail à nos employés, ce n'est pas 2000 catégories. On a 2000 portables qui sont des postes de travail, parfait. Ça va être 2000 postes utilisateurs qui vont faire une catégorie, donc on va analyser ça comme un tout. Mais plus une entreprise a différents actifs, plus elle a des opérations qui sont éclatées et qui utilisent une multitude de systèmes, plus on va devoir se pencher sur ça. Bon, ça, c'est ce qui va venir influencer le coût. Plus vous avez des gens à l'interne qui ont cette compétence-là, moins le coût externe va être élevé et plus vous avez besoin d'un coup de main externe pour vous aider parce que vous n'avez pas ce savoir-là à l'interne, mais plus que le coût est un petit peu élevé. Pour ce qui est de l'échéancier, j'ai eu malheureusement à peu près la même réponse, en ce sens que vous comprendrez que plus une entreprise a déjà de la maturité, plus c'est un processus qui va quand même rapidement. Plus le travail est à faire, puis en accompagnement, ou plus une entreprise à l'interne peine à rendre disponibles des ressources clés qui vont aider la démarche de réalisation de l'analyse de risque, plus ça va être laborieux. OK? Mais pour essayer de vous donner satisfaction, entreprise moyenne, PME, on va parler de 20-25 catégories d'actifs à vue de nez comme ça. Je pense qu'on va parler d'un accompagnement, si on n'a pas de personne à l'interne, entre peut-être 75 et 100 heures d'accompagnement externe pour en arriver avec des documents qui vont perdurer dans le temps et qui vont permettre aux entreprises de gagner en autonomie pour la gestion de leurs risques. La réalisation d'un tel mandat avec une disponibilité adéquate des ressources clés à l'intérieur de l'organisation. On va parler d'un mandat qui va s'échelonner entre 3 semaines, très optimiste, jusqu'à 2 à 3 mois, selon les besoins et l'ampleur des travaux. Ça, c'est je me commets un petit peu en disant ça, mais pour arriver avec un peu d'informations tangibles et satisfaire à la réponse, c'est ce que je dirais. Parfait, merci Bernard. Je pense que c'est très clair, puis on s'attendait un peu au « ça dépend ». Autre question, ça va être notre dernière là, pour aujourd'hui. Est-ce que ce type d'analyse de risque est pertinente pour toutes les tailles d'entreprise, voire même les OBNL? Ma réponse courte, oui. Ce n'est pas parce qu'on est un organisme sans but lucratif que notre raison d'être n'est pas importante ou qu'on n'a pas des actifs qui sont importants. Assurément, ça va diverger d'une très grosse corporation, mais ceux qui s'impliquent humainement dans des OBNL sont bien conscients que leur cause est importante et que pour parvenir à bien faire leur travail et accomplir leur mission, ils ont besoin d'actifs sensibles. Donc, c'est le même exercice, à mes yeux, qui a de l'importance, puis ça s'adresse à toutes les tailles d'entreprise, assurément. Plus une entreprise
vit dans un secteur d'activité qui est susceptible d'être exigeant en matière de conformité de requis, plus cette entreprise-là, si elle veut survivre aux prochains mois, prochaines années, devrait très sérieusement considérer de tendre vers une certaine conformité pour démontrer son sérieux, sa gestion des risques et réconforter sa clientèle du fait que c'est une entreprise qui fait attention à ces choses et qu'elle va continuer à être en affaires et sécuritaire aussi. Parfait. Merci Bernard. Je pense qu'en résumé, le mot indispensable qui était dans le thème de notre webinaire a été bien expliqué tout au long du webinaire aujourd'hui. C'est un indispensable pour toute entreprise, toute organisation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Zacharia, merci de t'être prêté au jeu, d'avoir tenté l'expérience pour la première fois. Tu étais excellent. Merci beaucoup. Merci Bernard d'être à nouveau avec nous, d'avoir à nouveau dédié du temps à la préparation de ce contenu qui était riche en informations aujourd'hui. À tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, merci de votre présence. On se revoit dans 2 semaines, jeudi 3 novembre. On vous parle de formation SharePoint Online avancée. C'est pour qui? C'est pour quelle entreprise? C'est dans quel contexte? Donc, on parle un peu de cette formation-là qui est un outil important pour bien des organisations. Alors, merci à tous et surveillez le courriel post-webinaire qui va vous donner des outils, vous permettre de poser des questions additionnelles aux besoins. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci.